Oui, j'ai deux questions à vous poser sur deux de vos livres différents. Le premier, c'est sur le sentier. Vous le connaissez bien, vous avez bien baigné dedans, donc je pense que vous allez pouvoir me répondre. Je pose peut-être une question naïve, mais d'après ce que vous dites, cette organisation était, disons, quasi transparente. Et quand même, c'était une organisation étendue. Le sentier, c'est important. Je ne sais pas combien il y avait de personnes qui travaillaient, patrons et puis ouvriers dans la totalité. Mais enfin, toujours est-il, c'est que ça me semble important. Je me pose la question, comment ce système-là a pu exister, perdurer, alors que c'était sur la... Enfin, je veux dire, l'activité était quasiment sur la place publique. Comment est-ce qu'on a pu... Enfin, comment est-ce que les officiels ont pu admettre cet état de fait que les gens bossaient hors code du travail? Alors, les syndicats ne savaient rien. Non, mais alors absolument rien. Ça, je peux vous le dire. Rien de rien. Alors, il faut voir d'abord l'organisation géographique. C'était vraiment, à ce moment-là, dans le centre de Paris. Hein, le coin de la station de métro Sentier, ça remontait sur le faubourg Saint-Martin et ça remontait jusqu'à Belleville. Il y avait des pseudopodes en banlieue, mais enfin, l'essentiel était là, à Paris, en 80. Maintenant, c'est plus le cas. Mais enfin, ça s'est déplacé vers le 11e, bon. Et puis, carrément en banlieue. Et il n'y avait pas d'atelier à proprement parler. Ça s'installait dans des appartements. C'était dans les immeubles, mais il y en avait dans tous les immeubles du centre de Paris, de ce centre-là. Il y en avait partout. Alors, ça bougeait tout le temps, mais il y en avait partout, tout le temps. Et par exemple, la police était tellement bien au courant que quand il fallait faire des paquets pour des commandes importantes, c'est les femmes de flics qui venaient faire des heures. Alors ça, je vais vous dire, c'était complètement, parfaitement connu. Parfaitement connu. Ça ne veut pas dire... Je ne parle pas des syndicats, là. Les syndicats, on était totalement en dehors. Mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Ah, mais non, c'est pas surprenant. On pourra en parler, mais c'est pas surprenant du tout. Non, c'est pas surprenant. Je vais vous dire. Comment on a trouvé le truc? Bon. Les Turcs étaient... les Turcs de l'époque, comme il y avait déjà des grosses... Enfin, il y a toujours eu en Turquie des grosses batailles politiques. Il y avait toute une émigration d'extrême gauche qui avait quitté la Turquie et qui se retrouvait massivement dans le sentier. C'était pas du tout des illettrés, hein, mais alors vraiment pas du tout. Ils parlaient très peu français, mais c'était bon. Et il y avait des militants politiques. Donc il y a une bande de jeunes Turcs qui a décidé de réagir. Et ils sont tombés sur un documentariste qui s'appelait Honorin, je ne sais pas si vous l'avez connu, qui s'est mis en accord avec eux. Ils l'ont emmené dans le sentier, ils l'ont promené dans le sentier. Ce que je vous disais, c'était facile à ce moment-là, d'entrer partout. On était plutôt bien reçus. Et puis, il y avait des accords avec les cafés du coin. C'est-à-dire, le patron donnait un coup de fil et le café du coin montait un plateau avec 15 cafés. Tout le monde se payait le café, le thé, etc. Bon, c'est une ambiance tout à fait... quand un ouvrier arrêtait de travailler dans un coin, il allait voir son cousin dans un autre atelier. Il s'asseyait à côté, ça bavassait. Enfin, c'était pas du tout l'ambiance usine, hein. Mais donc, ils ont promené Honorin partout. Et Honorin a fait un film qui s'appelait French Confection, qui est passé à la télé, un documentaire qui est passé à la télé, et ils avaient décidé de commencer leur groupe militant, ils étaient 23, ils avaient décidé
de commencer le lendemain de du passage à la télé, commencer une grève de la faim. Bon. Alors, comme ils avaient été syndiqués quand ils étaient en Turquie, ils étaient syndiqués à la DİSK, qui était un syndicat qui relevait, enfin qui était une confédération syndicale, qui relevait de la FSM, c'est-à-dire de la Fédération mondiale communiste. Ils n'étaient pas communistes eux-mêmes, mais ils étaient proches. Et leur point de référence sur le plan politique, c'était le MIR, au Chili. Bon, c'était l'époque du Chili. Alors, donc ça se passe... Enfin, c'était l'époque, non, c'était après le Chili, après l'échec, mais leur référence, c'était le MIR. Donc, cette histoire se passe en 80, en février, janvier ou février. Alors, ils décident de faire quelque chose, et décidant de faire quelque chose, ils vont chercher le soutien des syndicats. La DİSK, la FSM, ils vont à la CGT. Absolument normal. En plus, la CGT, à l'époque, avait un permanent turc. Donc, ils y vont. Réponse de la CGT. Nous ne nous occupons pas des travailleurs clandestins. Ils sont clandestins, ils n'ont rien à faire ici. Rien à faire ici. Et il y a un accord, qui est l'accord de 74, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est dans ces eaux-là. La création de l'ONI, l'Office national de l'immigration. Il faut passer par l'ONI. Nous, on ne vous connaît pas. Donc, ils sont venus à la CFDT. Et on a vu arriver 2 Turcs, ils étaient 2 à ce moment-là, qui nous ont dit, ce soir, il y aura le film, demain, on fait la grève de la faim. C'était dans la première grève de la faim, les premiers jours, je ne me souviens plus où c'était. Ensuite, ça a été dans une paroisse catholique, mais les tout premiers jours, je ne me souviens plus où c'était, dans quelle salle. En tout cas, on va faire la grève de la faim. Est-ce que vous nous soutenez? Bon, alors c'était à l'UD de Paris de la CFDT. On était 4 dans le bureau, je me souviens très bien. On a dit, bon, on réfléchit. Alors, grève de la faim, c'était pas notre truc. Travailleurs clandestins, vous êtes combien? On a dit. Alors, ils ont dit, dans le groupe, là, on est 23. On sera 23 demain pour faire la grève de la faim. Mais on est... Alors là, les chiffres, eux-mêmes ne savaient pas du tout. Hein. Donc, les chiffres variaient de 4 000 à 20 000. Bon. On ouvre des yeux comme des soucoupes. On était des Parisiens. On n'avait jamais vu les travailleurs du sentier. Jamais. Mais je vous assure, enfin, je veux dire, on traversait le centre de Paris tout le temps. On les avait jamais vus. Bon, donc, on a dit, banco, on y va. Alors, on leur a demandé, la seule chose qu'on leur a demandé, on leur a dit, on va essayer... Alors d'abord, ils voulaient être en grève de la faim pour obtenir des papiers pour eux, les 23. On a dit, on se bat pour les clandestins du sentier, pas vous. 4 000 ou 20 000. Bon, les clandestins du sentier, bien. Et deuxièmement, on va donc commencer tout de suite à faire des trucs publics. On vous soutient en tant que grève de la faim, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens de chez nous avec vous pendant la grève de la faim, mais vous vous engagez, si ça prend, si la mobilisation commence, si ça prend, vous arrêtez la grève de la faim. Vous savez, on avait l'expérience des Irlandais sur le dos et on n'avait pas tellement envie de s'engager dans des histoires comme ça. En plus, les Turcs, on ne les connaissait pas du tout, mais alors pas du tout. Je ne savais même pas qu'il y avait des Turcs à Paris. À l'époque, il n'y avait absolument pas de restaurants turcs ou de trucs comme ça. Hein. Les restaurants turcs ont commencé à apparaître après cette grève-là. Avant, rien. D'ailleurs, pendant longtemps, même après la grève, ils s'appelaient restaurants grecs. Les Turcs.
Bon, mais en tout cas, ils nous disent banco, d'accord. Alors on a dit, ok, on y va. Mais l'aventure totale, et il se trouve que ça a pris, mais comme une flambée, vraiment comme une flambée. Personne ne pouvait prévoir ça. Dès que on a commencé à diffuser les premiers tracts en turc et en français, les gens ont commencé à passer les voir en grève de la faim continuellement. Et quand on a fait le premier meeting à la Bourse du Travail, on s'est retrouvé avec 2000 personnes. C'était ahurissant, ahurissant, c'était la surprise totale. Bon, donc les syndicats ont découvert ce problème et ils ne sont pas adaptés du tout à le traiter et à organiser ces gens. Nous, on a eu, pendant ces 6 mois, on a eu 11 000 adhérents. Mais c'était parce que c'était pendant la bataille. On a ensuite essayé de créer des syndicats de rue, des cellules, des sections de rue. On ne pouvait pas faire une section d'entreprise. Elle bougeait tout le temps. Il y avait 3 personnes là, 4 ailleurs. Bon. Et puis on a essayé, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a essayé d'inventer une nouvelle convention collective quand les gens ont été régularisés. Mais les syndicats n'en voulaient pas, les confédérations n'en voulaient pas de ça. Parce que ça posait trop de problèmes au niveau de la classe ouvrière classique. Bon, donc les syndicats ne connaissaient pas. Les milieux officiels, la police connaissait très bien et gérait. C'est-à-dire qu'ils maintenaient l'ordre. Il n'y avait pas de bagarre dans les rues. S'il y avait des bagarres, les gens se faisaient arrêter. S'ils se faisaient arrêter, ils se faisaient expulser. C'est-à-dire, en gros, l'accord était, tant que vous êtes dans les ateliers, ça va. Dans la rue, vous êtes arrêtable et expulsable. Donc, ça permettait aussi de maintenir la pression pour qu'ils continuent à accepter à peu près n'importe quoi dans les ateliers, si vous voulez. Vous pouvez pas, c'était très difficile de... voilà, ils étaient clandestins dans la rue. Mais dans les ateliers, non, tout le monde savait. Enfin, tout le monde. Au niveau de base, au niveau des commissariats de quartier, tout le monde était au courant. Ça, c'est clair. Et puis, enfin bon, il y a certainement eu des dénonciations, de choses comme ça, de gens à proximité qui disaient il y a des trucs qui se passent pas clairs dans les appartements où je suis pas loin. Mais bon, enfin, moi, finalement, d'après ce que vous dites, je crois comprendre que tout le monde savait, les officiels. Tout le monde savait. Mais tant que ça posait pas de problème et que tant qu'il n'y avait pas d'éclat, bon, pour repérer les ateliers, c'était pas compliqué. On se promenait dans les rues, on regardait. S'il y avait des éclairages au néon, on montait. Parce que les machines étaient très simples. Hein. Il y avait des machines, il y avait des grandes tables à découper. On découpait encore au ciseau à l'époque. Maintenant, il y a des machines à découper, mais on découpait au ciseau. Machine à coudre, repassage. Alors, les conditions de travail étaient franchement pas bonnes sur le plan de l'hygiène, parce que pour le repassage, on arrosait avec des produits, ça puait, c'était épouvantable. La lumière était quand même extrêmement fatigante. Mais sur les salaires, c'était beaucoup, sur les salaires et le temps de travail, c'était beaucoup moins misérabiliste qu'on l'a dit. C'est-à-dire que les types travaillaient à la tâche. Donc, quand il y avait un coup de bourre, les gens pouvaient rester jusqu'à 18 heures dans les ateliers. Mais quand il n'y avait pas de coup de bourre, c'était 4, 5 heures, 6 heures. Et les salaires, pour les gens de Paris c'était l'aristocratie, on faisait ses premières armes en banlieue, puis dès qu'on était bon, on venait à Paris. À Paris, contrairement à ce qui était raconté dans le film, parce que ça, nos copains turcs avaient présenté une vision extrêmement noire, mais contrairement à ce qui était raconté dans le film de Honorin,
1980, j'ai connu des salaires qui montaient jusqu'à 10 000 nouveaux francs. Hein. Les gars qui font du Saint-Laurent, on les paye. Hein. Puis ils faisaient le cuir aussi, le beau cuir. Donc il y avait des salaires qui étaient très élevés. Mais pas tout le monde, bien sûr, hein, ce que je vous dis. Mais il y avait, je veux dire que c'était pas au niveau des salaires que les patrons avaient besoin de ça. C'était au niveau, ils avaient besoin de clandestins au niveau de l'extrême disponibilité de la main-d'œuvre. C'était pas au niveau des salaires. Ils étaient prêts à payer. Ça, c'était pas un problème pour eux, parce que les marges du prêt-à-porter sont importantes. C'était pas le problème des salaires. C'était vraiment le problème que quand vous avez les salons du prêt-à-porter, l'organisation de la branche est la suivante. Dans les salons du prêt-à-porter, on fait des prototypes. Et alors ça, on les fait très souvent. Alors on les fait, c'est la tête, les donneurs d'ordre, si vous voulez, qui font leurs modèles, qui ont des stylistes, qui font les modèles, etc., et qui réalisent ces prototypes. Bon, et on fait défiler, et là, il y a les acheteurs. Et là, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ce qui marche, il faut fournir dans les 3 semaines. Ce qui ne marche pas, on laisse tomber. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas faire des productions régulières avant, parce qu'on ne savait pas ce qui allait marcher. Et ce qui marche, eh bien, il faut fournir. Et puis après, on attend le salon suivant. Bon, ça fonctionnait comme ça. Et donc, de ça, les patrons avaient tout à fait besoin de pouvoir utiliser la main-d'œuvre comme ça. Mais ils étaient prêts à payer. Ils étaient prêts à payer pour les bons ouvriers. Ça, c'est sûr. Et à la CFDT, on a eu du mal à se faire entendre et à se faire comprendre parce que c'était donc la branche Acuitex, la fédération Acuitex, habillement, cuir textile, où les femmes dans les usines sont quand même très très mal payées et où il y avait donc une revendication du SMIC à 2000 francs, je crois me souvenir, ou 1500 francs. Il y avait une revendication de SMIC à 1500 francs. Et donc, quand on a fait nos manifs, parce qu'on a fait des manifs de clandestins, et ça a très bien marché. Et il n'y a pas eu de... On ne nous a pas arrêtés. Hein. On avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait entre 3 et 5 000 personnes. Des vrais. Enfin, pas les chiffres habituels. Bon, donc, beaucoup de monde. Et Acuitex nous a fait défiler derrière une banderole, ça je m'en souviendrai toute ma vie, sur laquelle il y avait marqué « Pour le SMIC à 1500 francs », avec des gars qui touchaient 10 000. Alors, je dis aux mecs, aux Turcs, bon, c'est pas possible. Et ils me disent, on s'en fout, ils lisent pas le français. Et on a défilé derrière la banderole Acuitex, comme ça. Bon. Donc, ça passait mal. Et par exemple, si vous voulez, dans les conventions collectives, ce qu'on voulait instaurer, ce qu'on voulait poser comme problème, c'était effectivement ce qui ensuite a été appelé flexi-sécurité. C'est ça qu'on voulait poser. Et ça, la fédération ne voulait pas. Donc, rapport difficile avec les syndicats. Bon, mais nous, à l'UD, on a soutenu à fond. C'était notre aventure. Ça a été notre aventure. Et c'était drôle. Enfin, c'était drôle. Il y avait des moments quand même très difficiles, ça c'est clair, parce qu'évidemment, on ne parlait pas un mot de turc, aucun d'entre nous. Et on avait des étudiants qui venaient faire des traductions bénévoles. Et puis quand dans l'AG, alors on avait une AG tous les dimanches après-midi. C'était une époque où les syndicats étaient ouverts pendant les week-ends. Un autre monde. Bon. En tout cas, tous les dimanches après-midi, on avait une AG. Et dans l'AG, quand ça commençait à être tendu, vraiment tendu, les étudiants arrêtaient de traduire. Et là, on était complètement marron, quoi. Et c'était sportif, c'était vraiment sportif.
Et dans le roman, je l'ai raconté, c'est absolument authentique. Une âgée, bon, on discute, et il faut dire que... enfin bref, on ne va pas entrer dans les détails des revendications, mais ça a beaucoup traîné. Beaucoup traîné. Et il y a eu un moment où on a eu l'impression qu'on était dans une impasse complète. Donc à ce moment-là, on fait une AG. Et puis, ça s'arrête de traduire. Et on voit les gens qui se lèvent les uns après les autres. Et il y a quelqu'un qui note le nom et qui met un numéro. Alors on demande, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et finalement, quand il y en a eu une quinzaine d'inscrits comme ça, on nous a dit, à partir de demain, il y en a un qui va sauter de la Tour Eiffel toutes les heures. Et ils sont en train de s'inscrire. C'est les 15 premiers à sauter demain. Oh, on était, mais, terrorisés. Alors on a foncé chez Stoléru, qui était notre interlocuteur gouvernemental, responsable aux travailleurs immigrés. Et on était tellement paniqués qu'on est arrivé à le paniquer. Et ça a décoincé la négociation. Et personne n'a sauté. Et je ne sais pas du tout s'il l'aurait fait ou non. Je ne sais pas. Peut-être un ou deux auraient été capables de sauter, je ne sais pas. En tout cas, ils n'ont pas eu à sauter. Stoléru s'est assis à la table de négociation et a accepté notre point de départ le lendemain matin à 9h. La Tour Eiffel n'était pas encore ouverte, je pense. Voilà. Donc, si vous voulez, c'était quand même très sportif. C'était très sportif. Mais non, la police connaissait très bien. Je vous dis, les femmes de policiers venaient faire des heures. Pas aux aiguilles, mais à l'emballage. Et maintenant, comment ça se passe? Le sentier existe toujours, mais c'est les Chinois. Ce sont les Chinois. Ouais. C'est les Chinois, et là, je vais vous dire, à mon avis, vous n'entrez pas. Ben, je suis plus syndicaliste, je ne sais pas, mais ça me semble très compliqué, beaucoup plus compliqué. Alors, il y a beaucoup de femmes, par contre, c'est-à-dire qu'ils travaillent en famille, mais c'est un milieu beaucoup plus imperméable. Et ils ont énormément développé l'import-export. Il y a probablement moins de production sur place. Mais là, je ne peux vraiment pas vous dire. Il y a le 11e et puis il y a Aubervilliers. À Aubervilliers, il y a un centre incroyable. Les Chinois ont occupé tous les magasins généraux de Haussmann, là. Tous les magasins généraux d'Aubervilliers, tout le bord du canal, c'est maintenant une antenne du sentier. Et ce qui a été obtenu pour les Turcs, est-ce que ça change les choses pour les travailleurs chinois? Pas du tout. C'est là que je vous dis, alors ça a changé la vie des 11 000 régularisés, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux se sont installés pour ouvrir des restaurants, par exemple. Parce que, bon, ils ont eu leur carte de travail, il y avait, carte d'identité, pas carte d'identité, mais permis de séjour. Et donc, ils ont ouvert les restaurants, ils ont fait des tas de trucs, ils se sont installés dans des tas de professions, etc. Mais le très gros problème... Et c'est pour ça que moi, j'ai pensé que c'était vraiment la fin des années 70, c'est que ça n'a pas été relayé du tout. Du tout. Et que toute la problématique qu'on essayait de poser, si vous voulez, sur le syndicalisme, sur le travail, c'est-à-dire ce qu'on disait, c'est s'il y a du travail clandestin, c'est parce qu'il y a une demande, une offre de travail clandestin. Ce n'est pas la question des travailleurs qui sont clandestins, c'est la question du travail qui est clandestin. Donc, il faut régler le problème au niveau du travail. Et là, on avait une chance absolument formidable parce qu'on avait une branche entière qui était en train de se régulariser.
Donc, c'est pour ça qu'on se battait pour une convention collective qui permette à la branche d'exister avec sa forme d'organisation économique, mais avec des travailleurs légaux. Mais il fallait suivre, c'était un truc très très important. Là-dessus, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir s'est soldée. Alors ça a été absolument inouï. C'est-à-dire que on avait imposé, c'est nous, c'est cette bataille-là qui a imposé le thème des travailleurs clandestins, comme devant être réglé. Mais les socialistes n'ont absolument pas eu l'idée de venir nous demander comment on avait fait, qu'est-ce qu'on pensait, sur quels objectifs on s'était battu, enfin, bon, rien. Ça, c'était en 80, on avait gagné à l'automne 80, on avait en face de nous Barbonès-Toleru, qui n'était pas un gouvernement facile, je veux dire, c'était estimable ce qu'on avait fait, rien. Et derrière, il y a eu la régularisation généralisée, qui est exactement le contraire. C'est-à-dire que du jour au lendemain, avec la régularisation généralisée, les 100 000 personnes qui ont été régularisées ont perdu leur emploi et on a rembauché des clandestins. Ça, c'était, je veux dire, si on ne s'attelle pas à la question du... le travail clandestin est une forme de délocalisation sur place. C'est ce problème-là qu'il faut affronter, enfin qu'il aurait fallu affronter. Voilà, donc non, fondamentalement, cette bagarre n'a rien changé.